OK. Koué. On va commencer. Si on veut finir, parce que je sais que le temps coule ici. Koi kartnu etahiuk nin ekwanchitnu japan I peten technika hun. Je viens de Ekwanchit, proche de l'autre océan à l'est complètement du Canada. J'enseigne ma langue maternelle depuis au moins 24 ans. Je fais également de la traduction de l'Innu au français et du français à l'Innu. J'ai aussi été directrice du secteur langue et culture à l'Institut Jagapé, un organisme qui regroupe les Inuits pour la langue, la culture et l'éducation. Je suis une maman de 2 grandes filles et une grand-maman de 2 petites filles. Je parle Innu depuis ma naissance. J'ai appris le français vers l'âge de 6 ans et j'apprends maintenant l'anglais et le cri. Je vous laisse maintenant ma fille qui va présenter avec moi, se présenter à son tour. Kwe kartno etahiu Gael Molen technika tokon e kwanchi no Japan Yvette Molen nako Mr. Monente de Tanchi wawitama ne no yemun. Donc on va commencer la présentation avec juste le but de la présentation. Donc le but de la présentation c'est d'offrir une réflexion sur le statut de la langue Innu dans les communautés Innu d'une part et aussi en milieu urbain. La langue Innu est enseignée dans les communautés Innu au Québec et au Labrador. Depuis 2 ans, elle est maintenant enseignée à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Chicoutimi à des non-locuteurs comme langue seconde. La réflexion découle de plus de 20 ans d'expérience en formation en littératie Innu auprès des locuteurs adultes et des enfants qui ont Innu comme langue maternelle, de l'expérience d'enseignement des cours d'initiation d'Innu à des non-locuteurs adultes au Centre d'amitié autochtone à Chicoutimi et à Montréal, de la préparation du matériel pour des ateliers à des non-locuteurs et des locuteurs pour le Centre Nikante de l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que la préparation des cours pour l'Université de Montréal. Je vais laisser la parole à ma mère, Yvette, pour le reste de les quelques diapositives. Je vais vous parler de la situation de la transmission, okay, de la langue. En matière de transmission de la langue, j'ai appris un peu comme les jésuites ont appris la langue Innu et toutes les autres langues autochtones ici au Canada quand ils sont arrivés. Moi, j'ai appris à lire et à écrire la langue Innu par ma mère. J'avais à peu près 27 ans pour que je puisse transmettre à mon tour la langue aux jeunes, aux enfants dans l'école. Mais ce n'était pas le même but que les religieux de cette époque-là. J'ai transmis mes connaissances pour que la langue ne se perde pas et aussi à mes 2 enfants. Je voulais que la langue survive parce que je savais déjà qu'il y avait un danger qui planait un peu sur la langue Innu et sur les autres langues autochtones. Et j'ai transmis par respect pour mes parents, pour mes grands-parents qui me l'ont transmis à moi. Et pour tous les enfants Innu qui ne parlent pas la langue, je voulais que ça continue. Maintenant, j'enseigne aussi pour faire des étudiants, pour qu'il y ait de la relève, pour qu'eux puissent transmettre à leur tour à des enfants. La situation de la langue. L'Innu est parlé au Québec et au Labrador. Labrador, la province de Terre-Neuve. Selon les données les plus récentes, il y aurait au moins 21 000 Innu au total. Environ 11 380 locuteurs au Québec et au Labrador de la langue. Et ce qui est dangereux pour la langue et pour les langues autochtones, dans le fond, c'est qu'il y ait moins de locuteurs. Et de plus, la langue, tranquillement, se perd. On dirait que la vague est partie de l'ouest et s'en va tranquillement vers l'est. Et,
Pour parler de la langue Innu, il y a deux grands dialectes de la langue. Sur la carte que vous voyez ici derrière moi, la division, c'est au centre complètement de la carte, vous voyez, il y a l'Est et l'Ouest. Le dialecte de l'Est s'appelle le dialecte Maamit, c'est un dialecte en N. Par exemple, quand je dis le dialecte en N, moi, je m'appelle, je suis Innu, donc je vais dire le mot Innu avec un N. Et de l'autre côté, dans l'Ouest, il y a un dialecte aussi en L. Donc, eux vont prononcer le mot Innu, Ilnu, avec un L. Il y a, dans la partie de l'Est, il y a 3 sous-dialectes. Le dialecte de Maamit, qui regroupe les 4 communautés de Ekwanti, Notarkwan, Onamen Chipo, Pakut Chipo, juste proche du fleuve Saint-Laurent. Et plus au milieu, il y a Tchehacho, c'est un autre sous-dialecte, et Natwashish, qui est le dialecte plus au nord, au Labrador, c'est un dialecte qui ressemble beaucoup au Naskapi. Et le Naskapi ressemble aussi à la langue Cri. Toutes les langues algonquiennes sont interreliées, on peut se comprendre. On comprend bien, moi je comprends bien les Naskapi quand on me parle, je comprends aussi les Cris, tout dépendant seulement du vocabulaire. Dans le dialecte de l'Ouest, qu'on appelle le dialecte Natamit en Innu, il y a le dialecte en N. Le dialecte en N, c'est la partie centrale. Matmekush au nord complètement et Wahat Makmalutenam dans le sud. Ce dialecte-là, c'est en N, alors que dans l'autre partie, il reste 3 communautés. Il y a Pessamit, Esipit et Mastewiach. Ce dialecte-là, à Mastewiach, je crois qu'il reste à peu près 20% de locuteurs Innu. À Esipit, il n'y a plus aucun locuteur. Et à Pessamit, les enfants, tranquillement, abandonnent la langue Innu pour parler français. Qu'est-ce que la langue Innu? La langue Innu, c'est 80% de verbes. C'est composé de 80% de verbes. Il y a 4 classes de verbes. Il y a 3 ordres, il y a plusieurs conjugaisons possibles. Il y a des noms, des particules. Dans les particules, on met des adverbes, des conjonctions, des pronoms. Il y a animé et inanimé. Il y a aussi, et il n'y a pas d'adjectif, pas d'article. Il n'y a pas de féminin et de masculin. C'est une langue qu'on appelle agglutinante. C'est une langue où on ajoute des préfixes et des suffixes pour composer des mots. Et par exemple, si on dit aussi incorporante, parce qu'on peut partir de 2 mots et les mettre ensemble pour former qu'un mot. Par exemple, le mot agoho, qui veut dire il est malade, et ustowan, sa tête, et on peut mettre ça ensemble, on dit agoho, ça veut dire il a mal à la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle une langue incorporante. Il y a aussi les mots comme napuen asirk, napuen qui vient du français la poêle, et asirk qui veut dire une chaudière en Innu. Et on appelle le poêlon, pour faire frire les œufs, là, ça c'est un napuen asirk. C'est 2 mots, un emprunt et un mot Innu qui ont été collés ensemble. Ensuite, je poursuis avec... Au cours des dernières années, j'ai enseigné au moins pendant 24 ans la langue Innu. Au tout début, le profil des apprenants, au fil des années, il y a eu des enfants locuteurs de la langue Innu. Ça, c'était dans ma communauté à Ekwanti. J'ai enseigné de la première année jusqu'au secondaire. Ensuite, il y a eu des adultes Innu locuteurs. C'était à l'UQAC, le cégep et dans les communautés. Il y a eu aussi les Innu non-locuteurs au Centre d'amitié autochtone du Saguenay. À Montréal autochtone, c'est un autre centre d'amitié. Ensuite, il y a eu des adultes allochtones non-locuteurs de la langue. C'était au Centre d'amitié autochtone du Saguenay, l'Université de Montréal, Montréal autochtone aussi. Je vais vous présenter chaque profil des apprenants au fil des années par niveau. Donc, ici, les apprenants, c'était les premiers apprenants que j'ai eus, c'est des enfants Innu, locuteurs de la langue.
C'était des enfants à partir de la première année et jusqu'en 6e année, et ensuite de secondaire 1 et 2. Le niveau de langue était très bon, était excellent. Ils comprenaient très bien l'Innu. Et après ça, ces enfants en 95, c'est ça, parlaient bien l'Innu, avaient une bonne connaissance des termes liés à la chasse, à la culture et au quotidien de l'époque. Pas de concurrence avec les autres langues. Il n'y avait pas encore autant de français et d'anglais. C'est le début de Internet. Facebook ni les téléphones intelligents n'étaient pas encore créés. Peut-on dire que Internet a fait que ça a accéléré la perte de la langue? C'est très probable. C'est très certainement ça qui n'aide pas maintenant, parce que les jeunes sont tous branchés, ont en main à chaque fois un téléphone intelligent. Et si tout pouvait être en Innu ou même dans d'autres langues autochtones, ça pourrait contribuer à garder les langues autochtones vivantes. Surtout que quand les enfants s'intéressent à quelque chose, ben, il faut foncer, il faut mettre ça en Innu ou dans une autre langue aussi. Les autres apprenants, c'était les apprenants adultes, Innu, locuteurs de la langue. J'ai donné des cours pour l'Université du Québec à Chicoutimi. C'était l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en langue autochtone. Il y avait le niveau 1, c'est l'orthographe, le niveau 2, la grammaire, et le niveau 3, c'est les verbes. Et dans tous les cours que j'ai donnés à ces universités-là, surtout pour l'UQAC, il y avait seulement, la majorité, c'était des femmes et la minorité, c'était des hommes. Je pense que le premier cours que j'ai eu 2 hommes dans les classes. Et c'est partout, souvent c'est comme ça dans les communautés. Est-ce qu'on doit apprendre, ensuite j'ai enseigné aussi au Cégep à Sept-Îles pour des programmes qui étaient donnés en journalisme ou en service de garde. Et je me demande avec tout ça, avec les enseignants, les apprenants adultes, est-ce qu'on doit leur apprendre à écrire et à lire leur langue aux Innu? Moi, je crois que oui, il faut. C'est un peu ça qui va aider à maintenir la langue Innu en vie. Si on leur apprend à lire et à écrire dès leur jeune âge, et si on apprend aussi aux parents qui, eux, vont être conscients que la langue a une structure et peut se transmettre facilement. Ensuite, il y a eu les troisième catégorie d'apprenants. C'était les Innu non-locuteurs de la langue. Ça, c'était vraiment une nouveauté pour moi quand ça a été le moment d'enseigner à des Innu qui ne parlaient pas la langue. J'ai donné des ateliers à l'Université du Québec à Chicoutimi où je donnais l'initiation à l'Innu. Et d'enseigner après ça au Centre d'amitié autochtone au Saguenay et à Montréal autochtone. Il y avait des Innu qui étaient là. Les situations, c'était des métis. Soit dans la maison, un des parents parlait Innu ou l'autre parent ne parlait pas. Donc, souvent, une fois, un des étudiants me disait, ben moi, j'ai arrêté de parler Innu parce que le conjoint d'un des parents ne parlait pas. Donc, on nous interdisait de parler la langue. C'est un cas d'accommodement. Il a arrêté de parler un peu pour ça. Enfin, la dernière catégorie de gens à qui j'ai enseigné, c'était des cours que j'ai donnés à l'université. Les cours à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Là, dans ces catégories-là, les gens qui apprennent, c'est des non-locuteurs, dans le fond. J'ai eu peut-être à l'Université de Montréal 2 étudiants autochtones, un gars et une fille, à l'Université de Montréal. Et à Chicoutimi, j'ai eu un Innu de Pessamit et 2 Innu de Mastéhuatch. Et chez les apprenants à l'Université de Montréal, c'est des étudiants un peu qui veulent apprendre, qui veulent connaître
un peu les gens, des fois, ils pensent qu'ils vont aller travailler dans ces communautés-là et ils veulent en apprendre plus. Et aussi, il y a l'intérêt, la curiosité et les programmes qui sont à faire à l'Université de Montréal qui font que les gens veulent apprendre la langue Innu. Donc, je vais vous parler un peu du Centre de langue de l'Université de Montréal, qui offre des cours depuis mai 2017 à 2019. En fait, c'est de faire un retour et de parler de l'expérience, dans le fond, de la création, de la création de l'Innu comme langue seconde, comme en enseignement, et également des résultats et des... Oui, et l'apprentissage. Et donc, l'origine de la langue... L'origine du projet, en fait, depuis plusieurs années que l'Université de Montréal a un centre de langue et possède en tout une douzaine de langues, mais aucune langue autochtone n'était disponible jusqu'à tout récemment. Donc, ça a été vraiment de cette idée-là que c'est parti d'instaurer un programme, un cours de langue en langue autochtone. En 2015, le projet est finalement sorti. L'Université de Montréal a accepté de mener une étude de faisabilité sur le projet, de comment faire pour avoir un cours de langue et si ce serait faisable. La première étape a été de tracer un aperçu sur l'enseignement au Québec, au niveau universitaire des langues. À cette époque, il y avait l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Université Laval, Concordia et l'Université de Montréal qui offraient déjà des cours sur les langues autochtones, mais c'était plus des cours sur la langue, donc des cours plus linguistiques et non des cours visant la communication. À l'excepté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui, eux, visaient un enseignement un peu plus actif, donc un enseignement qui était concentré plus sur la communication. Et dans le fond, c'est de cette idée-là qu'est parti le projet. OK, c'est ça. Désolée, je suis un peu malade. Donc, le projet s'inscrit plutôt dans la deuxième type de typologie, qui est davantage l'acquisition des compétences langagières afin de comprendre, mais surtout de s'exprimer dans la langue dès le premier cours. En fait, depuis plusieurs années maintenant, que c'est le but du centre de langue, vraiment, c'est d'apprendre une langue afin de l'utiliser dans le but de communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, mais également d'acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires afin d'avoir un comportement langagier efficace et également de connaître et comprendre le contexte culturel qui soutient la langue choisie. Le choix de la langue pour la langue Innu a été favorisé dès le début parce que la langue Innu, les Innus constituent le groupe autochtone le plus important au Québec en termes de population. Et c'est également dû aux dialectes Innu qui sont encore vivants et encore enseignés dans la plupart des communautés autochtones Innu. Une attention particulière est réservée, en fait, dans le cadre des projets de maintien, de promotion et de valorisation des langues autochtones. Dès les premières années, dans les dernières années, une production artistique importante, accrue en langue Innu, s'est fait connaître et reconnaître. Et la maîtrise de la base semblait un atout indispensable pour les étudiants inscrits à la maîtrise, les étudiants inscrits en particulier au niveau du diplôme d'études spécialisées supérieures en récits et médias autochtones et dans les programmes de premier cycle en études autochtones offerts par l'Université de Montréal. Il existe également de nombreux travaux en linguistique sur la langue Innu qui ont permis de mieux comprendre certains aspects et de prévoir aussi des stratégies pour l'enseignement et l'apprentissage de la langue Innu à des non-locuteurs. Et finalement, la réforme de l'orthographe qui a permis une certaine standardisation de l'écriture, ce qui a facilité l'enseignement et l'apprentissage. C'est pour toutes ces raisons qu'une première phase de création en langue autochtone a favorisé le choix de l'Innu comme langue pour les étudiants allochtones non locuteurs.
La mise en œuvre du projet. Donc, après l'étude de faisabilité, le Centre de langue de Montréal a pris contact avec Montréal Autochtone, qui est un organisme, un centre d'amitié à Montréal, et qui offre, le Montréal Autochtone offre depuis 2015 des cours de langue autochtone, dont notamment l'Innu, le Mohawk, le Cri. Et en avril 2016, une rencontre a été fructueuse avec la responsable à l'époque des cours de langue. Donc ça a permis une collaboration qui visait un soutien pédagogique et réciproque. Donc c'est à peu près d'un an que le projet a été approuvé par l'Université de Montréal afin de procéder à la création de 4 niveaux de cours de langue Innu et ainsi qu'à l'embauche d'une enseignante de langue Innu. Et l'Université de Montréal a eu la chance de trouver la personne qui répond aux qualifications spécifiques de l'Université de Montréal. Donc, il possède une excellente maîtrise de la langue Innu, qui possède une expérience pertinente dans le domaine du cours et qui a accepté de relever le défi. Je vais vous parler des résultats escomptés. Donc, depuis l'été 2017, le centre a eu 7 groupes de niveau 1 où il y avait à peu près 10 à 31 étudiants, un groupe de niveau 2 avec 15 étudiants et au total, environ 158 étudiants. Et ça a été en 2 formules, soit avec un cours par semaine et avec 2 cours par semaine. Les origines sont diverses et les connaissances de plusieurs langues, dont les étudiants sont déjà majoritairement polyglottes. L'âge varie entre 19 et 70 ans. Et les disciplines d'origine, je vais vous le montrer dans la diapositive suivante, c'est vraiment diversifié. Et lorsque le projet a été préparé, les cours visaient les étudiants qui souhaitaient approcher une œuvre littéraire ou toute expression artistique qui reposait sur une langue autochtone, mais également qui voulaient poursuivre des recherches sur le terrain auprès des communautés autochtones. Donc, posséder au moins une connaissance de base et pouvoir l'utiliser dans un contexte de communication semblait indispensable pour les étudiants. Et donc, avons émis sur... donc, je vais vous montrer les diapositives des étudiants dont les cours ont été... donc, dans la diapositive, oui. Donc, vous voyez que c'est quand même diversifié. On voit qu'il y a à peu près toutes les catégories regroupées. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants autres, des autres facultés, mais aussi des étudiants des facultés des arts, anthropologie, sciences politiques, langue, littérature, géographie, travail social, criminologie, psychologie. Donc, tout ça est regroupé dans les différentes sections que vous voyez. Il y a également des étudiants des autres facultés comme le droit, l'éducation, la psychoéducation. Il y a également des étudiants provenant de d'autres universités montréalaises, des universités qui n'offrent pas des cours de langue autochtone, mais également des cours en échange autochtone. Donc, c'est un peu ça, le diapositive, pour vous montrer d'où provenaient les étudiants qui ont pris des cours en langue Innu. Je vais laisser la parole à Yvette. Okay. Moi, je vais vous parler de... Okay. Je vais vous parler un peu de la motivation. Pourquoi les étudiants, les apprenants sont motivés? Tu sais, la motivation, c'est très important. On voit que les gens, quand on leur impose d'apprendre une langue, quand c'est imposé par l'employeur, ils sont là de corps, mais ils ne sont pas là d'esprit. Ils ont hâte de finir, de sortir. Puis c'est déjà arrivé dans un cours où je donnais le cours, les étudiants, mes étudiants qui étaient là, bon, je leur donnais du travail à faire, ne le faisaient pas. Donc, c'est très important que les gens soient motivés pour apprendre la langue. Il y en a d'autres qui apprennent et qui apprennent très facilement. Ils sont motivés, ils sont là et à la fin, quand on termine les cours, ces étudiants-là peuvent communiquer, peuvent parler, peuvent comprendre ce qu'on leur dit. Ils apprennent bien. C'est sûr que les étudiants qui sont à l'université, c'est déjà leur métier d'apprendre. C'est un peu ça qu'ils font tous les jours, donc c'est très facile. Je vois souvent des étudiants aussi qui sont des étudiants adultes qui viennent juste prendre le cours, trouvent ça un peu difficile, mais quand même, ils sont motivés, ils sont là. L'importance, comme je disais, de la motivation.
après ça, les besoins qui changent. Les Inuits, surtout les aînés, prennent conscience qu'il y a un changement au niveau de la langue. L'Inuit qui s'appauvrit et qui évolue, mais qui évolue quand même. Les plus jeunes sont dépassés par les autres problèmes de la vie plutôt que par la langue. L'enseignement dans les écoles, comme langue maternelle ou langue seconde, est vraiment très différent. La langue est quand même vivante, elle évolue et il y a des nouveaux mots quand même qui se créent. Les plus jeunes, on peut faire aussi, dans le fond, la langue, je pense que c'est comme faire la comparaison avec l'environnement. On dit souvent que, bon, il y a un danger qui plane sur la langue, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des choses pour que ça change. Un peu comme quand on parle de l'environnement, on dit, bon, l'environnement, c'est important, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des manifestations, mais tout le monde, chacun continue à s'acheter des voitures, à faire pas attention, mais c'est un peu comme ça. La langue est en danger, c'est vrai, mais il y a peu de choses qu'on peut faire. Bon, mais au moins, il y a des enseignants qui enseignent encore la langue Innu dans les communautés, parce qu'il arrive souvent que les enseignants, et souvent c'est des enseignantes qui sont dans les écoles, commencent à vieillir et on n'a pas la relève qu'il faut. Parce que les étudiants qui sortent de l'école secondaire, des fois, déjà, la langue est très appauvrie, ne comprennent pas beaucoup la langue du territoire. C'est là la différence. Et les allochtones, dans ce cas-ci, veulent apprendre la langue. Donc, j'ai ici des images, un peu, je disais dans le fond, la transmission, les mots de la langue. C'est un peu un jeu de mots que je voulais faire, le mot comme et les mots, ça veut dire ce qui ne va pas dans la langue. La première image, dans le fond, c'est Ayanishkwatewa, qui veut dire déposer l'un à la suite de l'autre. Donc, ça, c'est un peu le lien qui se fait, la langue qui se transmet de génération en génération. Ça, c'est vraiment ce qui se faisait avant, mais qui continue quand même à se faire maintenant. Et il n'y a pas de transmission. Le deuxième, c'est on voit déjà que ça se casse ici. Soit un des deux parents ne transmet plus sa langue à son enfant. Ensuite, le dernier. Le dernier, c'est avec un petit ajout ici qui est d'une autre couleur. Ça, un peu, ça représente l'Innu langue seconde. L'Innu langue seconde qu'on apprend aux locuteurs, mais aussi à des non-locuteurs comme dans les universités, aux gens qui veulent apprendre. C'est comme c'est d'autres maillons qui s'ajoutent. Les nouveaux apprenants qui peuvent peut-être donner le goût aux enfants de continuer à apprendre leur langue, de voir d'autres personnes qui apprennent. Les défis, dans le fond, pour les locuteurs et les non-locuteurs, l'approche est légèrement différente qu'en langue première. Quand on enseigne à des enfants qui parlent la langue, c'est très différent, ou à des adultes aussi, par rapport à ceux qui ne parlent pas. Le défi aussi, c'est il faut que la langue soit bien structurée. Il faut présenter la langue. On va parler il faut que l'étudiant qui apprend la langue se dise un jour, je vais parler, je vais comprendre la langue. Puis des fois, quand je vois les points d'interrogation dans les yeux des étudiants, c'est là que je dois, moi, travailler sur ces points-là. Je dois tout faire pour que l'étudiant comprenne, que moi, je puisse comprendre et je puisse lui donner un peu en retour une réponse à ces interrogations. Il faut lui présenter aussi la langue comme un casse-tête. On met en place le casse-tête, on lui dit, bon, il y a des mots, il y a des sons, il y a des verbes, il y a des noms, il faut comment ça se colle. Comme je vous disais, c'est agglutinant, la langue, on ajoute des préfixes, des suffixes, je lui apprends comment est construit. Surtout que la langue, c'est 80% des verbes, je vous disais, on lui apprend tranquillement à faire des conjugaisons.
Et les solutions aussi pour répondre, c'est pour que quand l'étudiant est tout seul à la maison, c'est on lui donne beaucoup de vocabulaire. Et avec ce vocabulaire-là, moi, je leur fais faire des fiches où ils doivent dire c'est quoi la sorte de mots, comment ils peuvent mettre ce mot-là, par exemple, au possessif, ce mot-là peut être mis au pluriel ou au locatif, un peu la grammaire. Et après, ils doivent apprendre ces fiches-là, surtout mémoriser, parce que si on ne mémorise pas, dans le fond, quand on apprend une langue, il faut mémoriser les mots. Et donc, il faut qu'ils connaissent déjà qu'est-ce que c'est que l'animé et l'inanimé. Il y a aussi les nombres d'heures. Les étudiants doivent consacrer plusieurs heures à l'apprentissage de cette langue-là. Donc, les approches, excusez-moi. Puis le plus grand défi aussi, c'est les différences dialectales. Comme je vous disais, il y a au début, quand je vous ai présenté la carte, il y a 2 grands dialectes. Un premier dialecte où il y a 3 sous-dialectes et dans le deuxième, il y en a 2. Donc, il faut vraiment leur apprendre l'orthographe qui est standardisée. La prononciation, ils entendent ma prononciation, je leur fais entendre des enregistrements et c'est un peu comme ça qu'ils doivent apprendre. Mais il faut aussi qu'ils entendent les autres dialectes. Et moi, je dois aussi leur dire, bon, OK, à Ekwantit, on va dire ça, à Pessamit, on va dire ça, à Pakuchipo, il faut dire ça. Mais souvent, c'est des régionalismes, les différences, alors que l'orthographe est écrite de la même façon. Ça aurait été une difficulté si l'orthographe n'aurait pas été standardisée. Quand on enseigne, par exemple, aux enseignants ou aux adultes, ils ont déjà conscience des dialectes. Mais souvent, ils ont de la difficulté aussi à comprendre parce que quand on n'entend pas les autres dialectes, on n'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme, je vous dirais, le français qui est parlé au Québec et le français qui est parlé en France. Il y a des différences de sonorité. Il y a l'acadien, le français qui est parlé en Acadie. Donc, c'est vraiment un peu ça, les dialectes. C'est juste les mots, des fois, qui changent et la prononciation. Aussi, c'est comme... je ne vois pas le reste. Ah oui, il faut... ce que je ne veux pas oublier, c'est que des fois, enseigner aux Inuits adultes, ils ont conscience, comme je disais, des dialectes. Mais des fois, il y en a qui n'ont pas l'ouverture d'esprit. Ils vont souvent dire que, bon, mon dialecte est meilleur que l'autre. Je pense qu'il faut leur dire souvent, moi je leur dis, il n'y a aucun des dialectes qui est le meilleur que l'autre. Tous les dialectes comptent. Tous les dialectes sont importants. Tous les mots sont importants. Et on ne peut pas dire que ce mot-là est réservé seulement dans la communauté de Pessamit, ce mot-là est réservé dans un... Parce que si on commence à juste catégoriser, OK, à une communauté, ben c'est pas comme ça qu'on va sauvegarder la langue. Je vais vous parler des approches, dans le fond, de l'expertise du centre de langue, des compétences, du rôle de l'enseignant, des objectifs et également des contenus. Donc, depuis, comme j'ai mentionné, juste un instant, je vais tourner ma page. Les cours d'Innu sont offerts selon les approches pédagogiques privilégiées par les 12 langues déjà enseignées au Centre de langue de l'Université de Montréal. En effet, dans l'étude préliminaire, il y a eu plusieurs constatations qui ont été observées donc, par rapport à la langue Innu, qui se retrouvait déjà dans une des langues enseignées par le Centre de langue, où les chargés de cours déjà s'intéressaient depuis longtemps à ces approches-là. Et... oui, donc les cours où les chargés de cours s'intéressaient depuis longtemps à ces problématiques-là et la présence de dialectes ou de variantes géographiques et le rapport à la norme, donc par rapport aux langues déjà comme l'anglais, l'arabe, le portugais
et l'espagnol. Il y avait également les systèmes de phonétique qui étaient basés sur le ton, les dérivations, l'affixation, la composition et l'agglutination, l'écart extrême entre la structure du français et celle des langues apprises, les spécificités de l'enseignement, des less commonly taught languages. Il y a plusieurs stratégies qui avaient déjà été entamées pour optimiser les cours de langue et pour favoriser chez l'étudiant le développement des compétences communicatives ainsi que la réflexion métalinguistique, et du matériel a été conçu justement pour rendre les étudiants beaucoup plus autonomes dans leur apprentissage au niveau de la langue. Et je vais vous parler des compétences. OK. Donc, les compétences utilisées, c'est les approches communicatives et actionnelles, mais également toute approche pertinente et significative pour développer chez l'apprenant des compétences en réception, donc écouter et lire, en production, prendre part à une conversation, s'exprimer oralement, en continu et à l'écrit, et en interaction, donc de converser et de correspondre, mais également de favoriser l'alternance entre exploration autonome de la langue et avec la grammaire. Les rôles de l'enseignante sont très importants car elle doit souligner l'aspect social de la communication de la langue Innu, susciter une réflexion sur la langue plutôt que de se limiter à transmettre des connaissances, stimuler la participation active de l'étudiant en sollicitant des capacités cognitives comme l'observation, la réflexion, l'analyse et la synthèse. Favoriser la responsabilité et l'autonomie de l'étudiant dans l'apprentissage de la langue Innu. Les objectifs avec les cours de langue sont qu'à la fin du niveau 1, l'apprenant peut comprendre, utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets, à se présenter et présenter quelqu'un, à poser à une personne des questions la concernant, comme par exemple son lieu de résidence, ses relations, ce qui lui appartient, et de répondre au même type de questionnement, et de communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle de façon lente et distinctive et se montre coopératif avec l'apprenant, l'étudiant. Les contenus, je vais vous parler des contenus qui sont... Donc, il existe deux types de contenus. C'est les contenus qui sont un peu plus communicatifs et grammaticaux. Excusez-moi. Donc, pour ceux qui sont de là, je n'ai pas mes notes. Pour les contenus communicatifs, il existe les deux types de communication, comme je vous ai dit. Et donc, vraiment, c'est plus de la façon de communiquer, comment se présenter, dire bonjour, remercier, se présenter soi-même, sa famille, donner des informations personnelles, donc son nom, sa nationalité, la provenance, l'adresse, profession, tout ça. Donc, c'est vraiment dans le but de communiquer, parler de ton état physique, psychologique. Et il y a aussi l'autre côté qui est le contenu grammatical, donc un peu plus la façon d'écriture uniforme, les noms des lettres de l'alphabet, l'exposant U qui est utilisé dans la langue Innu, le système phonologique, donc les consonnes, semi-consonnes, voyelles longues, brèves, le genre des noms qui est animé, inanimé, le nombre du nom qui est singulier au pluriel, l'oviatif, le locatif, les noms indépendants, participes avec K et les numéros, etc. Donc ça, c'était les contenus. Maintenant, je vais passer la parole à Yvette. OK. Donc, les moyens, comme je vous parlais tout à l'heure, dans le fond, c'est pour que l'étudiant puisse apprendre bien la langue, c'est de lui présenter la langue comme si c'était un casse-tête qu'il faut qu'il assemble. Les solutions qu'on peut lui donner aussi, c'est pour répondre à son apprentissage, mais dans le fond, c'est de structurer, dans le fond, pour qu'il garde confiance qu'un jour, il va parler puis qu'il va comprendre la langue. C'est aussi de lui donner, de lui faire apprendre beaucoup de vocabulaire puis de lui dire comment fonctionne la langue. Il faut passer, comme Gaëlle disait tout à l'heure, par
des dialogues. Je crée des dialogues et puis je lui fais... Attendez, ça y est. Je suis toute mêlée, excusez-moi. OK. C'est ça, c'est les méthodes d'apprentissage, c'est de passer par la communication, les dialogues, donner du vocabulaire, parler de la grammaire, des règles très simples, des exemples de phrases, donner aussi identifier c'est quoi les mots, c'est quoi les noms, c'est quoi les verbes. Il faut aussi qu'ils apprennent par cœur l'animé, l'inanimé, pour vraiment que ça soit plus facile pour eux. OK. OK, maintenant, je vais vous parler un peu des les ressources qui sont disponibles en ligne. On dit, dans le fond, dans les ressources que je vais vous présenter, c'est que la langue Innu est la plus documentée au Québec. Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Il y en a en papier, mais aussi beaucoup en ligne. Je vais vous en présenter quelques-uns parce que ça me sert beaucoup dans l'enseignement, autant au niveau de langue maternelle que langue seconde. Il y a le premier dictionnaire qui avait été fait était le dictionnaire Drapeau, Lynn Drapeau, qui est linguiste et qui a travaillé sur la langue Innu très, très longtemps et qui a aussi écrit la grammaire de la langue Innu, la première grammaire qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. Il y avait dans son dictionnaire à peu près 22 000 mots. Et maintenant, il y a eu la publication d'autres dictionnaires qui sont plus récents. Le dictionnaire qui est français Innu, qui date de 2013. Et ensuite, il y a le dictionnaire français Innu qui est en 2 volumes. Donc, on peut faire les recherches de mots, puis on a les définitions en Innu, en français. Ensuite, il y a le dictionnaire qui est en... Attendez, OK. Excusez-moi, c'est tout mélangé. OK. Il y a le dictionnaire qui est en ligne, qui s'appelle le dictionnaire Pan Innu, à l'adresse qui est indiquée là. Ce dictionnaire a été publié en 2011 en ligne. Il est trilingue, Innu, anglais, français. Il y a plus de 27 000 entrées et il augmente parce qu'on fait entrer des mots bien souvent. C'est le résultat d'un travail d'équipe de collaboration d'un projet à RUC dirigé par une professeure de l'Université Memorial, Margaret McKenzie. Et il y avait beaucoup de partenaires, dont l'Institut Jagapé, ou le bureau où je travaillais auparavant, et Mahmoud Chkutamahuto, qui est au Labrador. C'est un peu le même genre de bureau que l'Institut Jagapé. Donc, ça, c'est un peu l'interface un peu de comment est le dictionnaire. Vous voyez ici, il y a un mot, on peut rechercher en Innu, en anglais ou en français. Et quand on met le mot ici, comme celui-là, c'est en Innu, ce qu'on voit au milieu, on a le mot. C'est quoi le genre de mot? C'est quoi la définition? Qu'est-ce que c'est que le mot? On a la transcription phonétique à côté et c'est en français et en anglais. Et souvent, dans ces mots-là, on a l'image correspondant au mot avec juste au-dessus la prononciation du mot dans les 3 dialectes. Et en plein milieu, parce que le dictionnaire, c'est un dictionnaire vivant. Il est mis à jour assez régulièrement et il y a une équipe de rédaction qui se réunit quand même assez souvent pour rentrer des mots ou pour corriger quand il y a des corrections. Donc, on peut aussi faire des commentaires. Le carré au milieu représente une boîte qu'on retrouve juste en dessous complètement. Et quand il s'ouvre, on rentre le nom, puis on peut envoyer des commentaires, des suggestions de mots, des corrections. Et à ce dictionnaire-là, on a le guide de conjugaison. Le guide de conjugaison qui est relié au dictionnaire. Quand on cherche un verbe, par exemple, je chercherai le verbe atousseux qui veut dire « il travaille », on a une boîte qui apparaît et on clique dessus et on arrive au guide de conjugaison. Tout à l'heure, je vous disais que l'Innu, c'est 80% des verbes. Quand je vous disais aussi que c'est des classes de verbes, il y en a 4, c'est les premiers en haut complètement.
verbe animé intransitif, verbe inanimé intransitif, verbe transitif inanimé, puis les verbes transitifs animés. Dans le fond, les verbes, c'est comme les noms. Il y a animé et inanimé aussi. Et les conjugaisons possibles, ben, c'est dans l'ordre indépendant, il y a l'ordre conjonctif et l'ordre impératif. Donc, on peut, dans les catégories. Et on a aussi les radicaux. Donc, ça, c'est le guide de conjugaison qui est quand même assez complet, puis qui est vraiment d'une grande aide pour les gens qui apprennent la langue. Ensuite, on a les banques d'histoire orale. L'histoire, c'est sur l'Institut Tchagapé, donc histoiretchagapé.ca. C'est catégorisé, c'est consultable. Les fichiers audio et vidéo sont téléchargeables pour faire écouter ensuite à des jeunes, par exemple. L'interface est en français, inou, anglais. Et donc, ici, on voit l'image de... L'image, dans le fond, c'est un des exemples d'un monsieur de Unamanchipo, par exemple. Celui-là qu'on voit ici, c'est Jérôme Benfleur. Son histoire ici est traduite en français, mais aussi est écrit en inou. Et il est aussi en anglais. Donc, on fait le résumé de son histoire. Là, c'est trop petit pour que je vois qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment... Puis souvent, on a le fichier audio et on a aussi le fichier vidéo. Et donc, à côté, vous voyez les catégories, les compteurs, le nombre de compteurs de la communauté d'origine, les dialectes, les genres, qu'est-ce qu'ils racontent comme histoire. Et souvent, les aînés, surtout ce monsieur-là, c'était un bon conteur de légendes parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et le conteur, ben, on retrouve sa biographie, un résumé dans le fond en français, en anglais, puis on peut vraiment fureter un peu dans plusieurs domaines. Tu sais, on peut regarder c'est quoi les catégories qui dans la légende, dans l'histoire orale. Le prochain, dans le fond, c'est l'atlas linguistique. L'atlas linguistique, c'est un atlas où c'est les langues algonquiennes au Canada. On retrouve le cri des plaines, cri des marais, et un peu le cri dans l'ouest. Et au Québec, il y a l'Innu, l'Atikamekw, il y a le cri de la baie James et plusieurs autres langues. Il y a dans l'atlas linguistique, il y a 21 sujets de conversation. Il y a à peu près 15 langues. Et puis, il y a 52 locuteurs. Il y a 20 000 fichiers son qui sont entrés dans et il est interactif en ligne. Donc, vous pouvez aller voir. C'est étalé de 2005 à 2017 environ. Il y a eu des enregistrements. Et souvent, il y a encore d'autres langues qui s'ajoutent. Ça, c'est fait avec l'Université Carleton à Ottawa. Et les autres sites. Il y a ces sites-là, comme les pages de grammaire, sont reliés avec le dictionnaire. Quand on retrouve le dictionnaire, il y a souvent un mot, par exemple, si on clique sur un nom, bon, c'est écrit NA ou NI, ben en cliquant dessus, on va directement dans les pages de grammaire qui expliquent ce que c'est que le mot. Et on a, par exemple, les pages d'orthographe, les écritures et technologie, par exemple. On a des fiches à télécharger. C'est encore les fiches à télécharger, c'est des fiches que j'ai écrites il y a 2 ans à peu près, qui expliquent en inou, en français, un peu comment fonctionne la langue. Ça s'adresse aux gens qui ne sont pas vraiment en linguistique, mais sans utiliser trop les termes linguistiques. Il y a aussi le coin des enseignants où ils vont déposer des documents, récupérer des documents qui leur est destiné. Bon, ensuite, les ressources à créer. Bon, les ressources disponibles, on peut se servir de multiples usages, comme par exemple les faire pratiquer, les faire écouter. Mais il faut aussi créer du matériel, créer des règles dans
Par exemple, dans toute la langue, ce que je leur apprends, par exemple, si je leur apprends le locatif, ça indique une position ou un lieu. Mais pour créer le locatif, il faut, parce que c'est ça que les étudiants veulent pour apprendre la langue. C'est les étudiants non locuteurs, de même que les étudiants qui sont locuteurs aussi, ils veulent savoir pourquoi. Bon, si je mets un mot puis je veux le mettre au locatif, ben il faut que je vois déjà c'est quoi, comment se termine le mot, c'est par quel, est-ce que c'est une consonne, est-ce que c'est une voyelle, donc il faut écrire ces règles-là. Et il faut aussi réfléchir à des moyens ludiques pour les faire apprendre, des moyens de mémoriser, des jeux d'association de mots, par exemple, que je fais. Je leur fais découper des mots pour les mois de l'année, par exemple, ou les jours de la semaine ou d'autres. Je leur fais découper des morceaux de mots et je leur dis d'étaler tout ça puis de faire un peu un casse-tête sur leur bureau pour apprendre, favoriser l'apprentissage. Comme par exemple ici l'exemple qui est Popun qui veut dire hiver, Nipen qui veut dire été. On joue aussi au bingo pour apprendre les chiffres. Vous savez c'est quoi le bingo? Ben ça c'est bingo. Ça c'est pour l'apprentissage des chiffres. Je vais vous parler des perspectives. Attends, je vais juste changer. Donc, jusqu'à présent, la collaboration... Donc, les perspectives, pardon. La forme de collaboration qui a été le plus utile pour Yvette, ça a été l'observation, dans le fond, des autres cours de langue qui étaient faits avec le Centre de langue de l'Université de Montréal. Mais c'était aussi d'échanger, souvent de façon informelle, avec ses collègues de travail, face aux défis qu'eux aussi qui font face. Donc, c'était... Donc, la perspective avec les centres, les cours d'Innu, c'est de comment l'Université de Montréal peut contribuer à la protection, voire à la valorisation des langues autochtones au Québec, mais aussi comment assurer le travail entamé par Mme Yvette Mullen, que ce soit comment ça peut être adéquatement soutenu, mais aussi comment ça peut être poursuivi. Donc, le Centre de langue est présentement en train de voir comment, et présentement avec des interrogations sur comment on peut faire pour préserver et revitaliser la langue Innu. Donc, il existe différentes possibilités que l'université et le Centre de langue sont en train de penser, dont notamment peut-être de concevoir des cours en ligne pour la langue Innu, de créer un panel annuel ou des groupes de réflexion avec différents intervenants au niveau de la langue, de développer des collaborations avec des autres universités qui offrent des programmes de formation, des institutions ou des organismes qui pourraient offrir des cours de langue, et aussi de concerter, de planifier ensemble entre universités l'offre éventuelle d'offrir d'autres cours de langue autochtone. Donc, ça pourrait être que chaque université possède son propre pôle de langue, de spécialisation sur la didactique de la langue ou de la famille de langue. Donc, ça, c'est plusieurs pistes qui sont que le Centre de langue est présentement en train de réfléchir là-dessus. On va terminer la présentation avec le point de vue des étudiants. Et donc, pour les points de vue des étudiants, je vais vous lire un peu quelques commentaires que Yvette a reçus de ses étudiants qui l'ont beaucoup apprécié d'après les commentaires. Donc, je vais vous lire la première diapositive qui est de l'Université de Montréal qui dit « J'ai trouvé le cours de Yvette Mullen excellent. J'approuve beaucoup son approche pédagogique qui passe souvent par le jeu. Je trouve que cette méthode est extrêmement efficace pour apprendre et particulièrement appropriée pour apprendre une langue étrangère. Cela allège la matière et facilite son intégration en rendant cette tâche positive pour l'esprit, qui est alors plus disposé à absorber ces informations complexes. De plus, son cours touchait de façon équitable aux 4 moyens nécessaires pour apprendre une langue, dont lire, parler, écrire et écouter. » Un étudiant de l'Université de Montréal. Le second commentaire de l'Université du Québec à Chicoutimi. Kweypet Taneshpenin, je tenais à t'écrire pour te dire un immense tenarkometon du profond de mon cœur pour la belle session que tu nous as fait vivre. Tu es une merveilleuse représentante pour les Premières Nations, une femme forte et engagée, soucieuse des autres et de la culture. Ce fut un honneur et un privilège de t'avoir comme enseignante.
Tu m'as aidé à me rapprocher davantage de ma culture, de mon identité, et ça me rend encore plus fière d'être autochtone. Sois assuré que je contribuerai à défendre les droits des Premières Nations ainsi que la culture et la langue, tout en développant de plus en plus mes connaissances sur l'Innu. Encore une fois, Tunarkometon Yvette, et au plaisir de te revoir à bientôt, un étudiant de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et le troisième commentaire: je crois sincèrement que nous avons eu la meilleure professeure d'Innu. Elle s'est franchement dévouée pour monter ce cours intensif sans relâche, jour après jour. Elle est toujours à l'affût pour nous enseigner de façon vivante et pertinente. Je crois que 2 jours consécutifs de cours d'Innu, c'est beaucoup demandé aux élèves. Et la professeure qui littéralement invente une façon d'enseigner à des non-Innu. Je suis vraiment très fière d'avoir persévéré et je compte bien compléter les 4 niveaux s'ils sont offerts au rythme d'un cours par semaine pour nous donner la chance d'assimiler la nouvelle matière à tête reposée. Je ne sais pas comment Mme Mullen s'est débrouillée pour réussir à nous faire aimer et comprendre l'Innu en un temps record, tout en honorant l'esprit de la langue et du peuple Innu. Je vous félicite d'avoir ouvert un cours d'Innu et d'avoir engagé la meilleure personne pour l'enseigner, un étudiant de l'Université de Montréal. On va procéder à des questions si vous en avez. Sinon, ce serait... Okay. Donc, si vous avez des questions, on peut répondre, oui. Pardon. Mm-hmm. Merci. Bonjour, au revoir. Oui. C'est trop fort. Il y a une politique qui favorise la francisation. Et c'est ce qu'on voit d'ici, de la Colombie-Britannique. J'aimerais savoir s'il y a aussi une politique qui soutient l'apprentissage ou la favorisation de l'Innu. Et aussi, mon autre question, c'est que s'il y a du soutien de la part du gouvernement pour l'apprentissage de l'Innu dans des garderies et dans les écoles, des écoles primaires comme dans la maternelle. OK. Par exemple, pour la première question, l'Innu est enseigné dans les écoles comme une matière. OK? C'est pas comme on enseigne le français, les mathématiques ou d'autres cours. C'est vraiment enseigné comme une matière, comme la musique, par exemple, qui était enseignée déjà comme 1 heure par semaine. Souvent, c'est 1 heure par semaine ou c'est 75 minutes à tous les 8 jours. Donc, souvent, c'est à peu près 45 heures dans une année scolaire que la langue est enseignée dans les écoles, et c'est pas toutes les écoles qui font ça. Souvent, ça se passe du primaire jusqu'en secondaire 1, et après, il n'y a plus de cours de langue Innu. Et comme les enfants à la garderie, on essaye de leur parler en Innu quand c'est possible, mais il arrive des fois que dans certaines garderies, les gens qui sont là, qui travaillent, parlent français. Donc, la langue que les enfants, bébés, vont apprendre, c'est le français. C'est pas une chance que c'est pas partout comme ça, mais ce qui serait bien, c'est que il y ait plus d'aide peut-être pour former des enseignants qui vont faire la transmission, mais aussi de former la relève et de former les parents à lire et à écrire, comme je disais au début. Comme la nouvelle loi, c'est une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée. Oui, le financement va être important. Tu sais, c'est vraiment important qu'on finance un peu la formation, on finance les gens qui vont gérer ces programmes-là. Mais je crois, moi, personnellement, et je le dis souvent aux Innu eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin d'1 million pour faire la transmission. Ils ont juste besoin de parler. Comme moi, j'ai parlé à mes enfants très jeunes. Et comme je parle à mes petits-enfants, quand je peux les voir, on les voit par vidéo. Tous les jours, je leur apprends, je leur chante des chansons. Et c'est comme ça que j'ai fait pour la transmission. Ça ne m'a pas coûté 1 million faire ça. Et eux non plus, ils n'ont pas besoin d'avoir ça. Et je pense des fois, on attend trop après
des montants d'argent qui ne viennent pas. Et je me dis, tu sais, pour faire cette transmission-là, oui, ça prend la volonté. Mais des fois, le gouvernement n'aide pas non plus. Parce que le ministère de l'Éducation, dans le fond, va faire en sorte que ce qui est important pour la continuité des études des enfants, ben, c'est le français qui va être important, qui va être enseigné en premier. Il va avoir en 3e année, je crois, l'anglais arrive déjà à l'école. Donc, les enfants parlent un peu Innu à la maison, vont apprendre le français comme langue maternelle, le français. Ils apprennent comme si c'était déjà des francophones. Et en plus, ils apprennent l'anglais. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça. Maintenant, bon, on tend à changer. Il y a des directeurs d'école, une chance qu'il y a des directeurs d'école qui comprennent que c'est important, que la langue et la culture doivent demeurer vivantes. Mais il y a certains directeurs qui ne croient pas à ça, qui veulent juste réussir parce qu'eux, ils ont de la pression du gouvernement. Il faut qu'ils réussissent. Donc, ils doivent vraiment suivre un peu leur plan. Mais, donc, moi, je pense que l'Innu doit s'enseigner, oui, à l'école, à lire et écrire, mais il doit aussi s'enseigner dans les garderies, à la maison, partout. Et souvent, il arrive aussi, quand des enfants fréquentent des écoles hors de la communauté, encore maintenant, en 2019, il y a des écoles qui interdisent aux enfants de parler Innu entre eux, parce qu'ils disent « Ah, vous allez vous parler de nous ». Mais les enfants ont le droit de parler Innu, ils se parlent entre eux. Donc, il y a plein de choses qu'il faut régler encore. Ouais. J'espère que je réponds à tes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Oups, pardon. Excusez-moi pour... Oui? Allô? Oui. Mon nom est Richard Kustavich. Je voudrais savoir comment vous dealez avec des concepts de la langue dans lesquels notre langue est une langue orale et puis qu'on utilise l'écriture après ça pour pouvoir la transmettre ou l'apprendre. Ça m'a toujours... j'ai toujours questionné cette partie-là de notre langue. Une langue orale qui devient une langue écrite. Comment se fait la transition? OK. Pour le cas de l'Innu, la standardisation de l'écrit a commencé quand même dans les années 80. Parce que l'urgence, c'était qu'un dictionnaire se préparait, un dictionnaire écrit, le dictionnaire Drapeau dont j'ai parlé, qui a été imprimé en 91. Donc, le travail de standardisation de l'écrit, pas oral, mais de l'écrit, a commencé. Donc, c'est quand même à partir de ce dictionnaire-là que la langue, tranquillement, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la standardisation, mais tout le monde apprend. Quand je les ai dans mes cours, tous les gens, souvent les premiers cours, il y en a qui sont réticents. Et quand je leur explique comment fonctionne la langue, comment c'est tellement, c'est bien pensé, parce que tout est lié. Tous les mots qui sont écrits de cette façon-là, il y a une raison. Et quand on apprend au fur et à mesure que le premier cours, par exemple, apprentissage de la lecture et de l'écriture est fini, ils disent « Ah oui, je comprends maintenant pourquoi c'est écrit comme ça ». Un peu comme je leur mets souvent au tableau quand ils me posent la question « Ah oui, la langue est tellement pas écrite comme on prononce ». C'est un peu comme en français quand on dit « monsieur ». On dit « monsieur », mais on écrit « monsieur ». Donc, ou quand on dit « le Grand Prix », P-R-I-X, est-ce qu'on prononce X? Non, on dit Grand Prix, prix comme ça. Donc, c'est un peu comme ça. Je leur dis, en français, c'est comme ça. En Innu aussi, c'est comme ça. Souvent, il y a
il y a des règles qui ont été adoptées pour que l'Innu soit écrit. Par exemple, il faut qu'il y ait une consonne, voyelle, consonne, voyelle. Et il y a des groupes qui sont consonantiques. Il y en a 4 groupes de consonnes qu'on retrouve. Et il n'y a pas d'autres groupes de consonnes qu'on peut écrire. Donc ça, c'est des règles qu'on leur apprend et ils comprennent. Mais l'oral aussi est très important. On leur dit, on leur rappelle que l'Innu se transmettait de façon orale par les légendes. C'est pour ça que les documents sont écrits, par exemple, comment ça s'appelle, l'histoire orale qu'on a en ligne. Ça, c'est important. Les gens peuvent aller écouter, puis c'est en langue autochtone. J'espère que ça répond à ta question. Ça va? Féminin, masculin. Oui, ça n'existe pas féminin, masculin. C'est animé ou inanimé. Je pense que en cri, c'est comme ça. En algonquin aussi, c'est comme ça. Animé, inanimé. Dans le fond, on utilise des verbes. Noapmo, c'est animé. Noapaten, c'est inanimé. Noapaten, c'est topoakan. Et noapmo, tu vois, c'est différent. C'est le verbe qui est animé, tu vas l'employer avec des noms animés. Et le verbe qui est animé, tu l'emploies avec des noms inanimés. C'est très simple. Le locuteur, souvent, n'a pas conscience de ça. Le locuteur parle, utilise le locatif, le animé, inanimé, l'obviatif. Il va parler Innu parfaitement ou algonquin parfaitement, mais il n'aura pas conscience que l'Innu ou sa langue est structurée d'une manière bien précise. Il ne va pas se dire « Ah oui, je suis en train de dire un verbe, là, verbe transitif animé ». Il ne le sait pas. C'est juste quand on lui présente, là, il voit, il constate « Ah oui, c'est comme ça, ma langue. Ah oui, je sais maintenant. » Il va prendre plus conscience de ça après. Quand j'ai appris le français, je savais que je ne savais pas ni le féminin ni le masculin. Fait que j'utilisais toujours le mot « i ». « I va faire ça. Ah, va faire ça. » C'était toujours de même qu'on séparait le féminin masculin. Qui va faire ça? Il va faire ça. Mais on ne sait pas si c'est qui, mais en tout cas, on était tous « i ». Je comprends. C'est la même chose. Les enfants, souvent, quand les enfants ou les Inuits apprennent le français, ils ont beaucoup de difficultés avec le féminin et le masculin. C'est beau. Ouais. Bon, c'est beau. On vous remercie. Merci. Merci.